Alors, je commencerai volontiers pour vous expliquer, et ça vous le savez très bien, pourquoi on est tous inquiets par rapport au Covid-19, parce que malheureusement, on a dépassé les 800 000 cas dans le monde et on a dépassé les 40 000 décès. Franchement, moi, en tant qu'infectiologue, ça fait 35 ans que j'exerce en infectiologie. C'est la première épidémie où j'ai vu il y a 40 000 décès. Non, vraiment, c'est très impressionnant. Alors, si on voit un petit peu dans le détail ce qui se passe dans le monde, donc bien sûr, il y a la Chine, mais je crois qu'elle est en train de sortir de la phase critique. Après, il y a les États-Unis qui ont dépassé les 160 000 cas. Après, il y a l'Italie avec 150 000 cas, l'Espagne, à peu près 100 000 cas, l'Allemagne, la France. Au Maroc, donc, là, c'est les chiffres de l'OMS, 638 cas hier, mais aujourd'hui, on a dépassé les 650 cas. Et vous voyez, en Tunisie, 394 cas. Et puis, en Algérie, 584 cas. Donc, à peu près au Maghreb, on est à peu près au même niveau. Peut-être plus en Maroc, en Algérie, plus qu'en Tunisie. Et vous voyez, une question qui est posée d'ailleurs par beaucoup de monde, au niveau des autres pays africains, il y a moins de cas. Mais on commence à avoir, voilà, on commence à avoir des pays où on a pas mal de cas, 175 ans au Sénégal, 169 en Côte d'Ivoire, 152 au Ghana, mais les autres pays, il y a moins de 100 cas. Je commencerai volontiers par préciser deux choses. Premièrement, quand on parle de la maladie, on parle de Covid-19. Ça, c'est la dénomination qu'a donnée l'OMS à la maladie. Je crois que ça va être définitif. Et puis le virus, donc on l'appelle le SARS-CoV-2. Alors, qu'est-ce que c'est ce virus SARS-CoV-2? Donc, c'est un virus ARN et c'est un virus qui est enveloppé. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que tous les virus enveloppés en général sont fragiles. Donc, en fait, l'eau de Javel peut le tuer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va revenir à ça par la suite. Alors, c'est un virus qui s'est pénétré dans les cellules épithéliales, particulièrement au niveau de l'appareil respiratoire, dans lequel il va induire une inflammation, mais il peut aussi induire autre chose, notamment au niveau gastro-intestinal. Les coronavirus en général, même le SARS-CoV, on est en train de découvrir que c'est un virus aussi neurotrope, donc il va donner quelques symptomatologies, quelques symptômes respiratoires. Et puis après, on notera d'autres organes qui vont être atteints, comme le foie, le cœur, c'est pourquoi d'ailleurs on est là aujourd'hui, les reins et les yeux. Alors ça, c'est, je m'excuse parce que le schéma n'est pas très lisible, mais bon, c'est juste pour préciser une chose, c'est comme tous les virus, donc il doit rentrer au niveau des cellules, parce que les virus ne savent pas vivre en dehors des cellules par un récepteur, et le récepteur est un récepteur ACE. Donc voilà, et je crois que le professeur Denis va revenir pour vous détailler cette histoire d'ACE, parce que il y a une grande relation avec la cardiologie, donc l'enzyme de conversion de l'angine, voilà. Et après, quand il va rentrer, bien sûr, il va se multiplier dans la cellule, il va éclater la cellule et il va sortir dans la cellule. Donc, encore la première notion qui est très importante à retenir, donc c'est un virus donc, qui va vivre dans les cellules et c'est une notion qui est à retenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions par rapport à combien de temps le virus peut vivre, etc., etc. Donc, on a jusqu'à maintenant deux notions qu'on a vues. Donc, premièrement, l'arbre respiratoire, c'est un organe qui est ouvert sur l'air, donc la contamination est facile. Et deuxièmement, c'est un virus qui vit dans les cellules. Alors, je viens de dire, donc l'arbre respiratoire, donc il est ouvert sur l'environnement. Et par conséquent, quand on est malade, quand on éternue, donc on va projeter soit des aérosols, donc qui ne sont pas très contaminants. Pour qu'ils soient contaminants, il faut que la personne qui est malade se trouve dans un espace fermé pendant une longue durée et qu'on ait une concentration importante du virus. Donc, je crois qu'on va éliminer ça, on va se focaliser sur ce qu'on appelle le postillon et les contacts. Alors, quand on éternue, quand on pousse, donc on envoie des gouttelettes, et les gouttelettes en général, soit qu'on va les envoyer directement à une personne qui est à côté de nous, donc il est à moins d'1 mètre de nous, et quand on est malade, malheureusement, on peut le contaminer, donc c'est ce qu'on appelle le contact étroit avec les porteurs de virus. Et la personne, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inhaler les virus, et les virus vont se multiplier parce qu'il s'est pénétré facilement dans la muqueuse épithéliale respiratoire, donc il va pénétrer et va se diviser, puis après va donner la maladie. Mais il y a une chose qui est aussi importante, c'est quand on éternue, quand on tousse, quand on parle, et quand on est malade, et quand on a les sécrétions qui sont chargées en virus,
en général, on peut envoyer ces sécrétions sur des surfaces, et quand les surfaces sont contaminées, quand une personne non malade touche ces surfaces avec ses mains, par exemple, ou avec autre chose, et quand il porte, par exemple, soit la main, soit l'autre chose, au niveau de la bouche, au niveau du nez, au niveau des yeux, il y a contamination, il y a transmission de la maladie. C'est pourquoi vous avez entendu depuis le début de la maladie, on vous dit il ne faut pas, même quand vous êtes en dehors de chez vous, il ne faut pas toucher le visage, il ne faut pas toucher les yeux, il ne faut pas toucher les muqueuses, il ne faut pas toucher le nez. Alors, on arrive à la question qui fâche, combien de temps vit les virus à l'extérieur du corps. Donc là, c'est le dernier travail qui a été fait publié dans New England Journal of Medicine. Vous voyez dans les aérosols, donc moins de 3 heures. Mais en fait, je crois qu'on peut dire 2 heures facilement, pas 3 heures, parce qu'il ne faut pas retenir que la durée de vie, il faut retenir aussi la durée pendant laquelle il reste vivant et il peut contaminer une autre personne. Alors, sur le cuivre, il vit moins, c'est-à-dire il vit plus que l'air, bien sûr, mais il vit moins que dans les autres substances qui sont solides. Donc là, vous voyez, donc c'est à peu près moins de 10 heures, donc 56 heures. Donc, sur le papier, moins de 24 heures. Et puis après, sur l'autre surface, plus, on est dans l'ordre du jour, donc à 3 jours, 4 jours, jusqu'à 5 jours. Alors, une très belle nouvelle, un article récent qui vient d'être publié hier, c'est un Allemand qui a fait cette étude, et qui a montré que même si on a des surfaces contaminées, on peut les décontaminer par soit de l'éthanol à 62-72 degrés, soit par de l'eau de javel, en fait, l'hypochlorite de sodium. Et vous voyez, quand on applique par exemple l'éthanol à 70 degrés à peu près, donc il va réduire la charge ou l'infectivité de l'espace de 2 à 4 log. Et quand on applique l'eau de javel, enfin l'hypochlorite de sodium, c'est la même chose, il va réduire de 3 log. Alors, le glutaratéide, la même chose, le glutaratéide, c'est très important à retenir parce que vous avez certainement des sondes qui vont risquer d'être abîmées ou d'autres matériels qui vont être abîmés par l'eau de javel, appliquer le glutaratéide, mais à 2%. C'est très important, il a le même effet que l'eau de javel. Bien sûr, il faut dépasser la minute au niveau de l'application, c'est très important. Et ça, on le sait, par exemple, avec les fibroscopes et les endoscopes, on les applique pendant 30-20 minutes, mais ce n'est pas le cas ici parce qu'on ne discute pas les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Vous voyez que, par exemple, pour le chloride de benzalkonium, donc ça ne sert à rien, et pour le reste, ça ne sert à rien. Alors, la maladie, comme j'ai dit, ça s'appelle le Covid-19. Ce qui est très important dans la maladie, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde n'est pas malade. On a des malades qui n'ont pas de symptômes. On a beaucoup de malades qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils vont avoir tout simplement une petite fatigue, puis après ils vont faire la maladie, puis après ils vont guérir. Mais ils sont dangereux parce qu'ils risquent de contaminer d'autres personnes qui sont à côté. Et puis on a dans les malades symptomatiques, ils peuvent développer soit des symptomatologies pulmonaires, pourquoi on parle maintenant plus de maladies pulmonaires, mais il y a aussi, on est en train de découvrir petit à petit des manifestations extra-pulmonaires, et ça on l'a expliqué au départ, parce que le tropisme du virus n'est pas seulement pour la cellule pulmonaire, il est aussi pour la cellule gastro-intestinale, neurologique et autres. Alors, ces cas symptomatiques, on va les classer juste pour essayer de voir où on va les mettre en hospitalisation, dans une salle isolée seule ou dans un milieu de soins intensifs ou dans un milieu de réanimation, en cas modéré, en cas sévère et en cas critique. On va revenir là-dessus par la suite. Alors, mais il y a une chose qui est très importante, il faut retenir la définition de cas. Pourquoi retenir la définition de cas? Parce que incubation, donc là, je suis en train de dire donc incubation, donc 2 à 14 jours en moyenne. En général, 3 à 7 jours. Qu'est-ce que le malade va avoir? Donc, il va avoir de la toux, une fièvre à 38 degrés, une dyspnée, une fatigue, un manque d'appétit, une rhinorrhée, une myalgie, des céphalées, des pharyngites, rarement des hémoptysies ou un pneumothorax. Mais en fait, pour être plus précis, le malade ne va pas avoir tous ces symptômes en même temps. On a des malades qui vont avoir juste de la toux, des malades qui vont avoir juste de la fièvre, des malades qui vont avoir juste de la fatigue, manque d'appétit avec de la fièvre, ou de la dyspnée, etc. avec de la toux. Donc, on a des tableaux qui sont totalement variables. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a 1 ou 2 symptômes de ces maladies, et quand on a été en contact, parce que là, pour le Maroc, on ne parle plus maintenant de contact au voyage à l'étranger, parce qu'on a
fermé les frontières depuis plus de 15 jours. Donc, en contact avec une personne qui a été confirmée ou une personne qui est suspecte. Donc, à ce moment-là, il faut penser en premier lieu au Covid et pas à autre chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est le professionnel de santé. Quand un professionnel de santé qui exerce dans un hôpital où il y a des cas de Covid-19 qui ont été confirmés, je parle bien sûr essentiellement des médecins, des infirmiers, des radiologues et des autres corps de métier. Et là, quand il commence à développer les symptômes qu'on vient de voir, il doit penser en premier lieu au Covid-19. Alors, les manifestations extra-pulmonaires, on a des douleurs abdominales de type vomissement ou diarrhée, qui sont parfois inauguraux. Il faut faire très attention parce que, par exemple, nous au Maroc, le premier malade qu'on a eu, il est venu le premier jour avec douleur abdominale plus diarrhée. Et le lendemain, il a commencé à tousser. C'est comme ça qu'on a posé le diagnostic. Il y a aussi des céphalées, des vertiges. Et ça, on a vu récemment un malade même avec un syndrome méningé, chez qui on a fait une PL. Et comme on a fait le bilan, dans le bilan de la méningite, on a fait une radio de thorax. Donc, on s'est retrouvé avec un aspect qui était évocateur, qu'on a complété par un scanner qu'on va voir après. Et bien, on a confirmé par PCR. On peut avoir aussi des conjonctivites. On peut avoir deux symptômes qui sont décrits actuellement dans le Covid-19 et qu'on ne connaissait pas dans le coronavirus, soit dans le SRAS, soit dans le MERS corona, c'est l'anosmie et la dysgeusie. Et puis, on peut avoir une protéinurie, une hématurie microscopique, et on commence à décrire des manifestations dermatologiques, essentiellement des rages cutanées, malgré qu'ils sont rares, à moins de 1%, mais il est très important de surveiller les malades et de distinguer les rages cutanées qui sont en rapport avec la maladie des rages cutanées qui peuvent éventuellement être en rapport avec une allergie aux médicaments qu'on va voir après. Alors, comment on fait le diagnostic de Covid-19? Donc, premièrement, on prend les signes cliniques qu'on vient de voir. On va poser la question pour voir si on a un contact avec une personne qui est suspecte ou qui est contaminée par le coronavirus. Si c'est le cas, on fait de la biologie et plus ou moins de la radiologie. Pourquoi je parle de plus ou moins? Parce que la biologie, elle est essentiellement maintenant une PCR, et la PCR, elle peut faire défaut dans 30% des cas. Et quand on a une forte suspicion, il faut mieux compléter immédiatement par un scanner, parce que le scanner, comme on va le voir, le scanner thoracique, il est presque typique. Alors, pour le prélèvement de la PCR, il faut faire très attention, parce que le résultat dépend en partie de la qualité de prélèvement. Par exemple, quand on fait un prélèvement, on ne doit pas faire un prélèvement juste nasal, on doit faire un prélèvement nasopharyngé et oropharyngé. Et en général, les écouvillons, donc, ils sont mis dans un tube, dans le milieu de transport, qui en général, les médecins ils l'ont avec la spatule avec laquelle on fait le prélèvement. Et on peut faire aussi un lavage broncho-alvéolaire, mais ça, je crois que c'est chez les malades hospitalisés en réanimation. On peut faire aussi une aspiration trachéale, une aspiration nasopharyngée ou nasale, ou lavage nasal, mais ça, en général, c'est moins fait. On fait essentiellement maintenant le prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé. Alors, la PCR. Alors, la PCR, c'est l'examen essentiel qu'on fait jusqu'à maintenant pour confirmer le diagnostic de Covid-19. C'est vrai qu'elle peut être négative si le prélèvement est mal fait, je viens de le dire. Ça veut dire qu'on n'a pas de matériel cellulaire. Bien sûr, il n'y a pas, je l'ai dit au départ, les virus vivent dans les cellules. Donc, si on a un matériel cellulaire, on n'aura pas de cellules, donc on n'aura pas de virus. Et puis, il est aussi négatif dans les premiers jours de la maladie. Les 3 malades comme ça étaient négatifs au départ, qui ont positivé 4e, 5e jour. Alors, je répète encore une fois, quand vous avez un malade qui a des symptômes cliniques avec un contact avec une PCR négative, à mon avis, il faut commencer le traitement, il faut refaire la PCR, il faut faire la TDM, excusez-moi, il faut faire la TDM, commencer le traitement et faire la PCR 4 jours après. Alors, cette PCR, elle est positive dans 70% quand on fait un prélèvement des expectorations, par la technique qu'on vient de citer, dans 94% dans l'équipe de lavage broncho-alvéolaire, dans 32% lorsqu'on fait un écouvillonnage laryngé. Donc, vous voyez, il faut mieux privilégier les deux premiers prélèvements en fonction de l'état du malade. Alors, est-ce qu'il faut faire des radiothorax? Les radiothorax ne sont pas très contributifs au début de la maladie.
à mon avis, quand on a les moyens, il faut mieux commencer par le scanner. Alors, le scanner, donc, il est très important parce qu'il permet un diagnostic précoce et, dans une étude chinoise, a montré qu'il peut redresser le diagnostic du Covid-2 chez 33% des patients qui ont une PCR négative. Qu'est-ce que montre ce scanner? Montrer des opacités en verre dépoli qui sont de siège périphérique, sous-pleural, on va voir ça. Donc là, vous voyez, ils sont en sous-pleural, non systématisés, multifocales asymétriques, des tendus variables. On peut avoir des petites plages infracentimétriques. On peut avoir aussi des plages plus étendues. Mais la chose la plus importante, au début de la maladie, il n'y a pas de nodule, il n'y a pas d'adénopathie, il n'y a pas d'épanchement pleural. On peut avoir un pneumothorax, mais on peut avoir un épanchement pleural au cours de l'évolution. Mais on ne l'a pas souvent au début. Alors voilà les aspects. Donc les aspects, donc vous voyez, donc là, c'est des trucs en verre dépoli, qui sont périphériques. Et vous avez aussi l'évolution. Alors l'évolution, donc radiologique, on peut avoir par la suite, ou quand le malade arrive en retard, on peut avoir carrément un aspect de pneumonie organisée. On peut avoir des condensations alvéolaires étendues et le malade en général, quand il guérit, on peut avoir une disparition des lésions un mois après la guérison. Il est très important pour un cardiologue, quand il suspecte un Covid-19, d'informer le radiologue qu'il va lui envoyer un malade qui est suspecté pour qu'il prenne ses précautions. C'est très important, il ne doit pas attendre dans les salles d'attente avec les autres malades, il doit partir en radiologie avec son masque pour protéger, bien sûr, le radiologue, le manipulateur, et pour protéger, bien sûr, les personnes qui éventuellement peuvent se retrouver avec le malade dans une salle d'attente. La protection du radiologue est très importante aussi. Je viens de dire par le patient, donc il doit porter un masque chirurgical, il doit se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique avant d'accéder à la salle de radiologie. Et le manipulateur, il doit mettre une surblouse à manches longues à usage unique avec un masque FFP2, une charlotte, des lunettes à protection à usage unique, des gants à usage unique. Alors voilà l'évolution radiologique, vous voyez là. Donc on arrive à ce qu'on appelle un aspect de crésipavine. Donc vous voyez, donc là, il y a énormément de lésions et on a l'impression qu'il y a des lésions qui sont par morceaux. C'est ce qu'on appelle l'aspect de crésipavine. D'accord? Et ça, c'est un malade qui a une forme sévère. En général, ce sont des malades qui sont en réanimation. Alors ça, c'est un travail qui est très intéressant, qui va être publié. Ça, c'est l'évolution de la maladie. Donc, vous voyez au départ donc, les images donc, en verre dépoli qui sont périphériques. Sur l'image C, c'est la même chose. Et puis après, donc l'évolution du malade. Et la dernière image, c'est 30 jours après le début, après la première. Donc 30 jours après, là vous voyez le 1er janvier 2020 et là c'est le 25 janvier 2020. Donc on n'a presque rien dans le poumon. Le malade donc ne garde pas beaucoup de séquelles. Et bien sûr, ça dépend bien sûr de la sévérité de la maladie. On peut discuter ça par la suite. Alors qu'est-ce qu'on a dans le bilan biologique? On peut faire un NFS, on peut faire autre chose. Souvent sur le NFS, on trouve jusqu'à plus de 85% des cas des lymphopénies et des thrombopénies. Dans l'expérience qu'on a eue, bon, on a plus de 100 cas actuellement à Casablanca, on n'a pas l'impression que les thrombopénies donnent des syndromes hémorragiques. Mais là, il faut voir, bien sûr, en fonction, il faut surveiller le malade de très près. La CRP plus de 10 mg donc, se trouve chez 60% des cas. Les LDH sont élevés à plus de 150. On peut avoir des cétolèses hépatiques avec des choses impressionnantes. Par exemple, chez les malades en réanimation, on avait des cétolèses à 3000, 4000. On a l'impression que ce sont des hépatites 1, mais en fait, ce sont les conséquences du SARS-CoV-2. La procalcitonin aussi qui est élevée, mais pas dans tous les cas, seulement 5%. Donc, il faut privilégier dans les bilans plutôt la CRP que la procalcitonin. Les dédimères, je crois que le professeur Nice va revenir là-dessus par la suite. Vous voyez, ils sont très élevés, 50%, en rapport avec l'inflammation, bien sûr. Il faut faire très attention parce que pas mal de malades ont fait pas mal, je ne connais pas le pourcentage, mais les radiologues nous parlent de malades qui ont fait des embolies pulmonaires, et là, il faut faire la distinction, ce qui revient en termes de dédimère à l'inflammation et à l'embolie pulmonaire. Alors, ces malades, donc, quand ils arrivent en hospitalisation, quand ils arrivent à l'hôpital, pardon,
il faut savoir quand on peut hospitaliser un malade. Donc, il y a une indication d'hospitaliser les malades d'emblée quand ils sont âgés. Donc là, on a pris plus de 70 ans, bien sûr, sans tard. Bien sûr, on se fie aussi à l'âge physiologique. Insuffisance cardiaque stade 3-4, diabète insulinodépendant compliqué, quand le malade est en insuffisance respiratoire, quand le malade est dialysé. Donc là, ce sont, je crois, les malades les plus importants que vous voyez, vous, en consultation de cardiologie. Donc, insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, qui parfois, je sais que vous gérez pas mal de malades comme ça, qui est secondaire à un problème d'hypertension artérielle ou un autre problème cardiovasculaire. Sinon, dans les autres, on a les cirrhoses avancées, les immunodépressions, par exemple, les VIH non contrôlés, quand on est en CD4 moins de 200, et quand le malade ne peut pas être suivi chez lui, parce qu'il risque de se compliquer, et là, il faut faire attention. Alors, quelles sont les circonstances dans lesquelles on doit obligatoirement hospitaliser le malade d'emblée en réanimation? Quand sa fréquence respiratoire est supérieure à 30 par minute, quand le besoin en oxygène est supérieur à 3-4 litres par minute avec un masque en moyenne concentration, pour maintenir un SpO2 supérieur à 90%, et quand le score SOFA, par exemple fréquence respiratoire supérieure à 22 minutes, trouble de fonction supérieure, pression artérielle inférieure à 100, quand l'un des deux, il faut 2, quand il est supérieur à 2 ou égal à 2, en général, on hospitalise le malade en réanimation. Et quand il a une défaillance d'un organe associé, soit insuffisance respiratoire, soit insuffisance cardiaque, soit insuffisance hépatique, pardon, soit insuffisance rénale. Alors, l'évolution. Alors, l'évolution du Covid, ça c'est une bonne nouvelle pour les médecins, c'est plus de 90%, même plus que 95% dans certaines séries de guérison. Il y a 10% des malades qui se compliquent, qui restent longtemps en réanimation. Les surinfections bactériennes ne sont pas très courantes, ce n'est pas aussi fréquente que par exemple avec le virus de la grippe. On peut avoir une apparition d'une dyspnée avec un délai moyen de 5 à 8 jours. C'est très important, il faut surveiller le malade pendant toute la durée de son hospitalisation, parce que la survenue d'une dyspnée, donc, c'est-à-dire un signe de gravité, il faut transférer le malade aux soins intensifs. Et puis, on peut voir des syndromes de détresse respiratoire aiguë avec un délai de 8 jours aussi. Les complications cardiaques, je crois que le professeur Denis m'a parlé de ça, ce n'est pas la peine de s'étaler là-dessus. Alors, on arrive à quelque chose qui divise les gens et sur lequel il y a beaucoup de discussions. Combien le Covid-2 tue le malade? Alors, cette étude qui a été publiée avant-hier par les Chinois montre sur une série de 44 000 malades confirmés qu'en fonction de l'âge, la létalité est variée. Donc là, quand on a par exemple les enfants 0 à 9 ans, c'est 0,00% ou 0,001%. Quand on est entre 10 à 19 ans, dans la série, c'est 1 cas, c'est 0,18%. Quand on arrive à 20 ans, moins de 30 ans, c'est 0,19. 30-39, c'est 0,23. Quand on arrive à 40 ans, les choses commencent à se corser parce que c'est 0,44%. Et 50 ans, c'est 1. 60 ans, c'est 3,60. Et 70 ans, on multiplie par 8 le risque de mourir par rapport à une personne qui a 50 ans. Et quand on dépasse le 80 ans, donc on multiplie par 15 par rapport à une personne qui a moins de 40 ans. Donc vous voyez que c'est une maladie qui tue, mais qui tue essentiellement à partir de 67, on peut dire 65 ans, hein, 65 ans, et qui encore plus à partir de 70 ans. Quel est le traitement qui est actuellement utilisé dans le Covid-2? C'est essentiellement un traitement symptomatique. Je parlerai pas bien sûr en détail des mesures de réanimation. C'est du paracétamol, essentiellement. Il ne faut jamais prescrire d'anti-inflammatoire non stéroïdien ni d'aspirine, parce que beaucoup d'équipes ont démontré qu'il aggrave le Covid-2. On peut donner la chloroquine ou le hydroxychloroquine plus azithromycine, c'est-à-dire soit la chloroquine plus azithromycine, soit hydroxychloroquine plus azithromycine. C'est les malades qui sont, c'est l'option qu'on a fait au Maroc, c'est les malades qui sont sévères, on opte pour l'opinavir, ritonavir. Nous, on n'a pas au Maroc le remdesivir
ni l'interféron bêta, mais il y a des équipes en Chine, en Europe, dans d'autres pays qui ont utilisé cet antiviral qui, à la base, était un antiviral qui a été testé dans Ebola. Et il y a certaines équipes de réanimation qui ont utilisé des interleukines 6 pour faire face à cette tempête de cytokinique, etc., qui tue les malades. Et j'arrive au dernier chapitre, c'est le contrôle de risque infectieux au cabinet de cardiologie. Je crois que c'est très important de préserver et de protéger le cardiologue. Alors, le cardiologue, bien sûr, il doit se protéger, premièrement, abstraction faite de la situation devant laquelle il va se trouver, parce qu'il est devant un malade qui est suspect ou un malade qui n'est pas suspect. S'il n'est pas devant un malade qui n'est pas suspect, je crois qu'il doit se protéger depuis sa voiture jusqu'à l'accès au cabinet. Je parle bien sûr de l'ascenseur, bouton de l'ascenseur, etc., l'extérieur, intérieur, la poignée du cabinet, l'entrée du cabinet, la salle d'attente, le bureau, tout ça. On doit avoir une hygiène qui est impeccable, c'est très important. Et puis, quand il est devant un malade suspect, il doit redoubler de vigilance. Si vous vous retrouvez devant un malade qui est suspect, la première des choses, le premier réflexe, c'est d'isoler le malade dans une salle. Puis après, il faut l'hygiène et les moyens de protection individuelle, ça veut dire mettre un masque FFP2. Et après, bien sûr, désinfecter l'environnement et gérer les déchets. On va aller tout doucement. Premièrement, isoler le malade en chambre individuelle. C'est très important. Il ne faut pas le laisser avec les autres malades. Assurer un système d'aération indépendant. Et si vous avez la clim dans la chambre où vous allez isoler le malade, il faut la désactiver. Très important. Après, il faut se laver les mains avec l'eau et le savon ou une solution hydroalcoolique. Et tous vos collaborateurs, si vous avez une assistante, ils doivent faire la même chose, c'est très important. Porter un masque FFP2 et se laver la main avec soit l'eau et le savon, soit solution hydroalcoolique. Après, il faut, bien sûr, vous allez faire la procédure habituelle, appeler soit sur le 41, soit le numéro de veille, soit envoyer le malade directement à l'hôpital, parce que vous avez maintenant les adresses des hôpitaux où on fait les tests, les PCR. Bien sûr, il faut avoir le réflexe de lui demander de mettre le masque et de ne jamais l'enlever, pas le toucher, etc. C'est très important. Donc après avoir terminé avec le malade, il faut bien sûr nettoyer et désinfecter les surfaces avec de l'eau, du javel, de l'huile bien sûr, et toutes les surfaces qui éventuellement avec le malade a été en contact. Et moi, à des limites, je préfère que tout le cabinet soit nettoyé pour éviter tout risque. Alors, le déchet, tout ce qui a été utilisé par vous au moment de l'examen du malade, par le malade, par l'assistante, il doit être mis dans un sac, ce qu'on appelle un sac d'acide, dans un sac pour le déchet à risque infectieux, très important, et il doit être éliminé. L'idéal, c'est par incinération, il ne doit pas être mis avec les déchets ménagers, c'est très important. Et le linge souillé aussi, il doit être, bon, ça vous avez soit un drap, soit une serviette, soit autre chose qui a été touchée par le malade. Donc, il faut les mettre dans des sacs étiquetés et étanches, mettez danger dessus si vous n'avez pas de sac d'acier, etc. Et il faut les éliminer par incinération de préférence. Ou les confier à la cellule d'hygiène qui va venir récupérer le malade si bien sûr vous appelez le malade et vous avez l'équipe de la direction de la santé qui va venir récupérer le malade. Voilà, je vous remercie. Merci.